Histoire d'un fait divers. Une nouvelle d'André Léo, suite. Tandis que cette jeune femme se rendait à pied, lentement, de la place Saint-Victor à la rue Saint-Denis, elle repassait en elle toute sa vie antérieure, depuis l'enfance jusqu'à présent, depuis son désir de l'oiseau bleu jusqu'à ce vide qu'elle éprouvait au cœur aujourd'hui. Elle n'avait pas 18 ans quand on l'avait mariée. Son prétendu ne lui plaisait pas, d'abord. Il avait plus de 30 ans et l'intimidait beaucoup avec ses yeux perçants et sa barbe noire. Elle n'avait pas encore désiré de se marier. Mais monsieur et madame d'Angeot, le père et la mère d'Émie, faisaient sans cesse l'éloge de monsieur Tallemant. Il avait offert des cadeaux superbes. Puis elle songeait aux splendeurs de la noce, au plaisir d'être mariée avant toutes ses jeunes amies qui l'enviaient, de porter des bijoux et de beaux châles, d'être appelée madame et d'avoir un salon à elle, où elle recevrait du monde. Enfin d'être maîtresse à tant de choses, où il lui fallait toujours consulter sa mère et lui obéir. À l'église, elle avait prié de tout son cœur et s'était sentie émue. Elle avait alors pris la résolution d'aimer son mari et de surmonter la crainte qu'il lui inspirait. Elle l'aimait tant alors. Il était si complaisant et si bon pour elle que, décidément, elle l'avait aimé tout à fait et s'était donnée à lui de toute son âme. Pendant près d'une année, ils avaient été heureux. Mais depuis la naissance de Paulette, Gervais n'était plus le même. Il fuyait la maison de plus en plus. Il était devenu sévère, grondeur, emporté. Loin de prévenir, comme autrefois, les désirs de sa femme, il ne lui accordait qu'avec peine ce dont elle avait besoin. Plus de ses adorations, de ses enthousiasmes qui, d'abord, l'avaient étonnée, qu'elle avait acceptés ensuite, et qui, enfin, lui étaient devenus nécessaires, puisqu'elle n'avait rien à faire en ce monde qu'aimer son mari. Elle avait donc pleuré, gémi de sa solitude. Elle s'était trouvée malheureuse. Souvent, elle prenait sa fille dans ses bras et l'embrassait à l'importuner. Souvent, la contemplant avec amour, elle cherchait dans cette petite âme la tendresse intelligente qui donne autant qu'elle reçoit. Mais elle ne parvenait qu'à fatiguer et ennuyer l'enfant. L'enfant avait tout à recevoir et rien à donner. Émie n'avait donc pour consolation que le dévouement. Mais à 21 ans, presque enfant elle-même encore, elle ne trouva pas que ce fût assez. Cependant, ne pouvant mieux, elle s'était efforcée de se distraire. Elle avait plus fréquemment visité ses amis et sa mère. Celle-ci lui avait assuré que l'amour ne dure jamais qu'un temps, et qu'ensuite il suffit au bonheur d'une jeune femme d'être bien mise, d'avoir une maison convenable, de faire des visites, de recevoir ses parents et d'aller chez eux. Le père ajoutait que, puisque M. Tallemant était agent d'affaires, il était bon qu'il sortît et vît du monde, et qu'il fallait songer à la dot de Paulette, qui serait bonne à marier dans 15 ou 16 ans. Émie s'était donc résignée, et comme endormie dans sa vie uniforme de petits soins journaliers. Mais l'aventure de ce jour, cette rencontre de son mari, venait de tout remuer en elle, et c'était un tumulte de réclamations passionnées, de colère, d'indignation qu'elle ne pouvait apaiser. Si Gervais la trompait, s'il avait une maîtresse, oh, pourtant, c'était trop indigne. Elle ne pouvait pas accepter cela. Elle, à son âge, délaissée, méprisée ainsi. Elle était digne d'être aimée cependant, et à la place de Gervais, bien d'autres. C'est alors qu'elle revoyait le regard de M. Martel, ce regard timide et brillant, tout chargé d'amour, et c'était lui que, dans sa pensée, elle prenait à témoin de l'injustice qui lui était faite. Il lui semblait le seul à qui elle pût s'enfier pour la sentir profondément, aussi profondément qu'elle-même. Jusque-là, elle n'avait fait que sourire par vanité de la passion de ce jeune homme. Il devenait tout à coup son ami, presque son protecteur.
La nature humaine est une. Affirmation trop naïve, si elle n'était nécessaire en face des différences extrêmes que l'on veut établir. On aura beau prêcher de morale pour l'homme et la femme, il se produira toujours dans la conscience ce double fait, que toute injure inspire le désir d'une revanche, qu'une rupture du contrat par l'un des contractants semble délier l'autre, du moins quant à ce qu'il doit à celui-là. Amy, qui n'était point raisonneuse, n'entra pas dans ces réflexions. Mais elle pouvait n'en glisser que mieux sur la pente où elle se trouvait, quitte à s'éveiller plus tard à quelque rude choc et à mesurer d'en bas la hauteur de sa chute. Elle en était à se rappeler le prénom de M. Martel, Olivier, qu'on avait prononcé devant elle une fois. Elle trouvait ce nom-là tout à fait poétique et doux, lorsqu'à l'entrée de la maison paternelle, elle s'éveilla en se disant « Mais après tout, Gervais aura peut-être songé à quelque affaire de l'autre côté de l'eau, et il aura renoncé à son voyage de Saint-Germain. S'il en est ainsi, nous l'aurons à dîner ce soir chez ma mère, et mon imagination et celle de Victorine auront travaillé pour rien, heureusement. » Monsieur et madame d'Angeot, les parents d'Amy, tenaient depuis 25 ans une boutique de mercerie dans la rue Saint-Denis, à la hauteur de la rue du Petit-Lion. Content d'une belle fortune qu'ils avaient amassée, ils fermaient tous les dimanches à midi précis et consacraient le reste de la journée à recevoir leurs filles et leurs amis. Depuis longtemps, la jeune femme venait seule à ce rendez-vous de famille. Elle y trouva Paulette, que la bonne avait amenée, et 2 ou 3 vieux amis. Mais Gervais n'y était pas et ne parut point de toute la soirée. On fit après le dîner une promenade sur les boulevards, puis on prit des sirops dans un café. La soirée était belle. On voyait la foule se presser à la porte des théâtres illuminés. « Il ne me mène plus au spectacle, » se dit Amy. « C'est qu'il y mène une autre, sans doute. » Elle étouffait de chagrin, de colère et de dépit, et se promit d'éclaircir à tout prix ses soupçons. M. Tallemant rentra dans la nuit et ne parla ni le lendemain, ni les jours suivants, qu'il ne fût point allé à Saint-Germain. Amy était froide et boudeuse, il ne s'en aperçut même pas. M. Martel vint plusieurs fois pendant cette semaine pour parler à M. Tallemant. Et bien que celui-ci ne reçût qu'à 2 heures de l'après-midi, c'était toujours à 1 heure qu'arrivait M. Martel. « Après son déjeuner, vous trouverez toujours M. Tallemant au café, » avait dit Amy. Mais le jeune homme, sans doute, n'avait pas entendu, et cet avis n'avait pas été répété. Il restait presque suppliant, parlant peu d'abord et couvrant son embarras par des taquineries à Paulette, à laquelle il apportait chaque fois un sac de bonbons. C'était Amy qui était obligée de soutenir la conversation, et pendant qu'elle parlait, M. Martel la contemplait avec tant d'adoration qu'à son tour elle se sentait confuse et intimidée. Peu à peu, il s'animait et bientôt parlait avec charme. Quand il n'était plus là, en songeant à lui, Amy se sentait doucement émue et se disait « On entend la voix de son cœur dans tout ce qu'il dit. Comme il est sensible et bon !» Simplement, c'est qu'il aimait et que la présence d'Amy surexcitait ce qu'il y avait en lui de sentiment. Sa mère, qui le trouvait un peu égoïste, comme les enfants le sont presque tous, eût été surprise de l'entendre parler avec tant de sensibilité. Il racontait aussi ses voyages, et il n'avait rien trouvé dans le monde qui valût l'amour. Ce n'est pas qu'il osât prononcer ce mot, mais la pensée n'en était pas moins exprimée et revenait à chaque instant. Toutes ses réticences fort claires, le langage de ses yeux, bien plus expressif que des paroles, plus persuasif surtout, cela était plus dangereux pour Amy que des aveux. Elle n'avait point à y répondre, elle ne pouvait s'en fâcher. M. Martel l'occupa tant qu'elle s'en effraya. Amy était faible, on croyait l'être. On ne lui avait jamais appris du moins qu'elle dût chercher sa force en elle-même. Jetant autour d'elle des regards éperdus, elle ne voyait que son mari qui lui fut un appui naturel et sûr.
Mais s'il l'avait abandonnée, s'il la trompait? Le dimanche suivant, elle se tint prête, et peu d'instants après que son mari fut sorti, elle descendit de son appartement situé rue Taitbout, au premier étage, et se rendant à la station la plus proche, elle prit une voiture « rue de Rivoli, en face de la rue de la Monnaie », dit-elle au cocher. Là, elle le fit stationner près d'un magasin et attendit. L'impatience et la crainte l'agitaient. S'il avait pris un autre chemin. Bientôt, cependant, elle vit M. Tallemant descendre de l'omnibus comme la première fois et enfiler la rue de la Monnaie. Alors, d'une main tremblante, glissant 5 francs dans la main du cocher, la jeune femme désigna son mari et ordonna de le suivre. M. Tallemant prit par le Pont-Neuf. Il marchait à grands pas et ne regardait ni à droite ni à gauche, mais en avant. Rue Dauphine, il s'arrêta tout à coup devant une boutique de mercerie et mode, à demi fermée, où il entra. « À présent, ma petite dame, que faut-il faire ?» demanda le cocher en se penchant vers Rémy d'un air familier et protecteur. Elle le pria d'aller s'arrêter un peu plus loin, puis le renvoya et se dirigea vers la mercerie. Elle était toute pâle, sous son voile baissé, tremblante, et ses mains crispées serraient avec force son manchon sur sa poitrine. Cependant, elle était résolue à savoir. Sur la vitre de la porte, en lettres dorées, était écrit « Madame Léocadie Bodin ». Amy, entrant, demanda un chapeau. Il n'y avait là que 2 jeunes filles qui s'apprêtaient à sortir et que l'arrivée d'une cliente sembla contrarier un peu. Cette contrariété s'accrut quand les exigences de la jeune femme parurent difficiles à satisfaire, et la plus âgée des demoiselles déclara bientôt nettement que ce que demandait madame ne se faisait pas ici. « Mais, répliqua Amy, cela se peut faire, et madame Bodin s'en acquitterait à merveille. On m'a recommandé votre magasin. Je tiens à m'arranger avec vous. Ne puis-je parler à madame Bodin ?» Car elle avait bien vu que ni l'une ni l'autre de ses fillettes n'était la femme qu'elle cherchait. « Madame est occupée, » dit la première demoiselle en regardant la plus petite. « Je ne crois pas qu'on puisse la déranger. »« Elle n'est pas dans sa chambre, » dit l'enfant. « Elle est encore là. Vous pouvez lui demander. » Son regard indiquait une porte à droite, au fond, où la première demoiselle se décida enfin à aller frapper. À sa timide question, jetée à travers la porte entrebâillée, une voix impérieuse répondit « J'y vais ». Des instants longs pour Amy s'écoulèrent. Elle couvrait la porte du regard, son cœur battait. On entendait causer, mais les intonations arrivaient confuses. Enfin, apparut une femme brune, belle, richement parée, qui se présenta d'un air de reine et, saluant Amy légèrement, lui demanda ce qu'elle voulait. Son prétexte, Amy ne se le rappelait plus. Elle balbutia une réponse équivoque. Cette femme lui faisait mal à voir. Elle avait des cheveux d'un noir admirable et la peau d'une blancheur extrême. De grands yeux noirs bien fondus, le sourcil beau, son front bas et peu large était bien modelé. Le nez droit, un peu trop pointu peut-être, les lèvres charnues et bien dessinées, le menton fort et le bas du visage plein. Une taille abondante, mais ferme et gracieuse, des bras à demi nus, d'une beauté parfaite. Dans la physionomie, quelque chose de hardi, de spirituel et de nonchalant. Le regard plein d'éclairs endormis. Une athénienne augmentée d'une grisette avec l'accent de Paris. En la regardant, le doux cœur d'Amy se gonflait de haine. Plus cette femme lui semblait belle, plus elle la trouvait haïssable. Et quelque chose lui disait que cette beauté-là devait bien plus charmer M. Tallemant que la sienne à elle. La demoiselle de magasin, prenant la parole, avait expliqué ce que demandait Amy, et madame Bodin, en femme entendue, proposait diverses combinaisons. Mais en vérité, la nouvelle cliente était par trop irrésolue ou par trop distraite.
Elle répondait à peine en songeant « Il est là. Mais comment le voir? Vais-je partir sans une certitude ?» Elle cherchait un expédient quand l'objet de sa recherche vint de lui-même, impatient ou flâneur, se présenter dans le cadre de la porte restée ouverte. En l'apercevant, Amy releva son voile. « Gervais !» s'écria-t-elle. « Quoi, vous êtes ici ?» Un moment, il resta frappé de stupeur, puis il s'avança. « Mais oui, dit-il, un de mes clients désire acheter le magasin de madame, et j'étais venu… »« Un dimanche ?» reprit-elle. « Et voilà pourquoi vous faites semblant d'aller à Saint-Germain. » Elle s'arrêta et sentit les forces lui manquer sous le regard plein de fureur que lui jetait son mari. « Voilà une drôle de scène !» s'écriait madame Baudin. « Qu'est-ce que c'est que cette petite dame ?»« Venez !» dit brutalement M. Tallemant en prenant le bras de sa femme, et il l'entraîna hors du magasin. Quand ils furent dehors, « Ah, vous me surveillez, vous m'espionnez. Je ne vous croyais pas de cette force-là. Ah, vous voilà toute tremblante à présent. Ce que c'est que de faire des choses pour lesquelles on n'est pas né. Ma chère, il faut vous occuper de votre fille et de vos chiffons, à moins que vous ne teniez absolument à être malheureuse. » Il fit signe à un cocher qui passait à vide. « Avec moi, je vous en préviens, ça ne vous manquerait pas si vous n'étiez pas raisonnable. »« C'est ainsi, dit-elle, que vous me parlez quand… »« Montez, reprit-il en ouvrant la porte de la voiture. Montez donc. » Il la poussa dans l'intérieur, ferma la porte sur elle, donna l'adresse de sa maison et retourna chez la modiste. Le trouble, la stupéfaction, le chagrin d'Amy étaient à leur comble. La froide colère de son mari l'épouvantait et brisait d'un seul coup tout son plan d'attaque. Et quoi? Il ne cherchait pas même à nier, à s'excuser. De droit, il n'en était nullement question, mais seulement de force, de pouvoir. Eh bien, que pouvait-elle contre lui? Rien. Et lui, que pouvait-il contre elle? Tout. Il la tenait dans sa main tout entière. Il pouvait à son gré la faire souffrir. D'un mot, par cela seul qu'il s'en tenait à son droit légal vis-à-vis d'elle, rejetant ainsi les palliatifs que l'opinion et les mœurs ont apportés aux lois, il anéantissait toute réclamation, coupait court à tout reproche. Serment violé, confiance trahie, bonheur perdu, tout cela n'était rien, ne comptait pas. Ni droit, ni justice, ni pitié. Sa volonté seule. Il ne restait plus à Amy qu'à se faire pardonner sa faute, la faute qu'elle avait commise de découvrir la trahison et de protester contre elle. Maintenant, elle regrettait amèrement sa démarche. Sa situation vis-à-vis de son mari venait de changer profondément. Il y avait une heure, elle n'avait que des doutes et l'aimait encore. À présent, elle ne pouvait que le maudire, presque le haïr. Dans quelle situation, à 20 ans, il la jetait? Un veuvage éternel. Toute la vie a passé ainsi, sans amour, sans joie, sous le joug de cet homme qui ne l'aime plus et qui, elle le pressent, se vengera sur elle de ses propres fautes. Elle arriva chez elle, pâle, défaite et perdue. Madame d'Angeau, venue pour chercher Paulette, et qui mettait la dernière main à la toilette de la petite, en voyant sa fille, jeta un cri. « Qu'as-tu? Bon Dieu! Qu'y a-t-il » Amy était trop émue pour se contenir. Au milieu d'un torrent de larmes, elle dit son malheur. Certes, si contre l'instinct de la jeune fille, ce mariage s'était fait, une moitié au moins de la responsabilité en revenait à madame d'Angeau. Affolée de ce gendre, qu'elle trouvait un homme superbe et qui l'avait séduite par ses attentions, c'est elle qui avait pris à tâche de vaincre les répugnances confuses d'Amy. Elle avait employé pour cela toute l'influence que possède une mère sur l'esprit d'une fille de 18 ans, et cependant, que savait-elle de cet homme?
Il avait 200 000 francs, une agence accréditée, une famille recommandable, voilà tout. De plus, il était plein de déférence pour madame d'Anjou, l'amenait au spectacle et lui offrait des bouquets. Il paraissait fortement épris d'Amy. Sur tout cela, madame d'Anjou n'avait point eu de paix que sa fille n'eût dit oui, et le père d'Anjou, fier de la position sociale de son gendre, le jour du mariage, se frottait les mains. Cependant, au récit d'Amy, madame d'Anjou éclata en lamentations et en invectives. Gervais était un scélérat. Comme il l'avait trompée. Oh, les hommes, si l'on pouvait se fier à aucun être de cette espèce-là. Depuis longtemps, elle voyait bien qu'il n'était plus le même. Il ne venait plus chez eux. C'est à peine présent s'il daignait dire bonjour à sa belle-mère quand il la rencontrait, et il ne l'embrassait plus et l'appelait madame, comme si elle ne lui était de rien. Un homme autrefois si attentionné, si insinuant. Elle tourna ensuite sa fureur contre ces coquines qui débauchent les hommes mariés. Est-ce pour mieux repousser une solidarité compromettante? Ou servilité d'opinion? Ou plutôt cette lâcheté instinctive de notre propre race, qui préfère s'en prendre au moins fort? Toujours est-il qu'en pareil cas, c'est contre la femme surtout, ou même contre elle seule, que s'exerce la colère des femmes. On devrait couper le cou à ces créatures-là, dit en terminant son réquisitoire madame d'Anjou. Ah, si je le tenais! Mais laisse-moi faire, ma fille. Il faudra bien que je trouve moyen de te rendre ton bonheur. Cela semblait à Amy n'être plus possible. Elle s'efforça de dissuader sa mère de parler à Gervais. Elle savait le peu de considération que ses parents inspiraient à son mari. Et puis, si cet amour, que trop jeune et trop naïve elle avait cru éternel, le souvenir de tant d'heures, si intime et si vrai, tout le bonheur qu'il avait reçu d'elle, et tant de confiance, et leur enfant, si tout cela pour lui n'était plus rien, que pouvaient les remontrances? D'ailleurs, elle sentait qu'à présent c'était fini, qu'elle n'aurait plus de confiance en son mari. À 20 ans, l'âme a trop de vigueur et l'innocence pour savoir tolérer et pardonner. Maintenant, se disait-elle, je serai toujours malheureuse. Et elle pensait ensuite avec terreur combien ce serait long, jeune comme elle était. Amy passa le reste du jour rue Saint-Denis, chez ses parents, dont les récriminations augmentaient sa peine au lieu de la consoler. À force de rêver à l'aventure du matin, elle se rappela qu'elle avait déjà vu quelque part cette Léocadie et finit par retrouver dans sa mémoire la scène, l'époque et le lieu. C'était dans les bois de Meudon, il y avait plus d'1 an. Cette femme faisait partie d'un groupe folâtre qui passa près d'eux avec des rires et des quolibets. L'un des hommes avait tutoyé Gervais, et cette femme, elle, lui avait fait signe d'un air mystérieux et familier qui avait donné fort à penser à Amy. « C'est une artiste que j'ai vue 3 fois, avait dit Gervais. Ces femmes-là sont ainsi. Amy l'avait cru, et maintenant elle voyait bien que dès ce temps son mari la trompait, que sa liaison avec cette femme datait de loin, que c'était une maîtresse en titre, c'est-à-dire, outre l'humiliation et le chagrin d'un tel partage, un malheur de famille, un danger sérieux. Le lendemain, Gervais se montra sombre et dur. Mais il n'y eut pas d'explication. Amy, brisée et fiévreuse, ne se sentait pas la force de supporter une nouvelle épreuve et s'entourait de Paulette comme d'un bouclier. Décidément, c'était elle la coupable. Jour après jour, elle se remit cependant un peu. Ses joues avaient si bien l'habitude du rose qu'elles le reprirent sans y songer. Mais au cœur, la plaie restait. Parfois, devant une naïveté de sa petite fille, les lèvres de la jeune femme laissaient échapper un éclat de rire. Mais tout de suite après, elle pleurait d'avoir ri. C'était en elle un combat perpétuel entre la douleur qui dédaigne les biens de la vie et la jeunesse qui veut en jouir. Un rayon de soleil, les premières violettes, les modes du printemps, un concert, une promenade l'attiraient instinctivement.
Mais ensuite, elle s'obstinait à rester chez elle, assise, immobile pendant des heures, tenant à la main sa broderie, qu'elle n'augmentait pas d'une fleur, et pleurant silencieusement. Olivier Martel vit ses larmes ou les devina. Il aimait trop sincèrement pour songer à profiter du chagrin de la jeune femme. Mais il en fut si touché, si malheureux, et chercha si naïvement à l'égayer et à la distraire, que la vérité en ceci, comme toujours peut-être, lui servit mieux que l'habileté. La tromperie n'a d'autre but que de remplacer par des fantômes les trésors absents. Les cœurs vides en ont seuls besoin. Amy se sentit aimée. Dès lors, elle continua à se dire de temps en temps, avec de grands soupirs, qu'elle était bien malheureuse, tandis qu'au fond, elle ne l'était plus. Cette pauvre enfant, à vrai dire, n'avait pas aimé. Mariée par ses parents à un homme alors fort amoureux d'elle, elle s'était mise à aimer son mari, comme le font en pareil cas toutes les jeunes femmes, avec une spontanéité de décision qui fait certainement honneur à leur bonne volonté, mais plus encore à ce pouvoir surhumain qu'on appelle force des choses. Reconnaissance, devoir, intérêt, tous ces mobiles avaient créé l'illusion dans le cœur d'Amy, et cette illusion-là peut durer toujours chez une honnête femme quand son mari le veut bien. Mais enfin cet amour, brutalement imposé, que n'avaient point précédé des émotions plus hautes et plus chastes, il ne pouvait avoir de bien fortes racines. Dans l'ordre moral aussi, la liberté seule est féconde et forte. Ce que nous avons nous-mêmes choisi seulement devient nôtre. Maintenant, elle sentait se réveiller en elle, sous le regard d'Olivier, toute une nichée d'émotions pures et charmantes, qui sans lui ne seraient jamais écloses et qui l'étourdissaient de leur chant divin. Elle redevenait jeune fille et recommençait son printemps. Elle se sentait vivre dans un autre avec délice. Tous les mouvements du cœur d'Olivier, qu'elle percevait par une vue nouvelle, étaient les siens ou le devenaient. Elle vivait double, plus encore peut-être, car l'amour a le don de tout agrandir, et les âmes où il entre est le milieu qu'elles habitent. Quand le grand créateur de l'idéal, matière intarissable, dont l'homme forge sa vie, et c'est pourquoi, sans doute, bien qu'à tâtons souvent et sans lumière, l'homme cherche tant l'amour. Il entrait, la saluait du regard plus que de la voix, s'asseyait timidement et prenait tout de suite Paulette sur ses genoux. À ses premières visites, autrefois, il se plaçait très loin de la jeune femme. C'était presque ridicule. On eût dit qu'il avait peur. Mais il s'était rapproché de plus en plus, et il osait enfin s'asseoir près d'elle sur le canapé. Quelquefois, en causant de choses qui les émouvaient, il prenait la main d'Amy et la gardait longtemps dans les siennes. Elle eût trouvé cela inconvenant d'un autre. De la part d'Olivier, cela lui semblait si naturel, et son désir allait si bien au-devant de ses hardiesses qu'elle n'en remarquait pas l'importance. Elle craignait seulement que la fréquence des visites de M. Martel ne fût remarquée. Il venait presque tous les jours, de bonne heure. Une ou deux fois, il eut l'esprit de s'en aller avant la rentrée de M. Tallemant, bien qu'il fût venu pour affaires, comme toujours. M. Tallemant commençait à trouver extraordinaire que ce jeune client l'attendît au salon. Puis, les affaires n'aboutissaient pas. M. Martel paraît fort empressé de placer son argent. Mais il ne se décide à rien, disait l'agent d'affaires, un peu mécontent. La suite au prochain numéro.